Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'épisode du mois de septembre du voyage du cinéphile. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure depuis le début, je me suis fait en début d'année un défi de regarder un film par jour et de vous procurer un bilan mensuel de mon avancée par rapport au voyage du cinéphile. Petite précision, je sais que vous ne voyez plus le bilan du mois de septembre, c'est parce qu'il a été bloqué. Il a été bloqué quelques jours après sa diffusion et bon, j'ai toujours pas eu le courage de le remettre en ligne, mais bon, ça se fera sans doute ultérieurement. Là, j'ai juste pas le temps et l'envie. Bref. On est parti. Commençons par les statistiques sur les découvertes. Sur les 30 films que j'ai vus durant le mois de septembre, 24 d'entre eux étaient des pures découvertes. Donc on se maintient, c'est sans doute ma plus grosse fierté pour ce défi annuel, c'est d'avoir su toujours aller au-delà de ma zone de confort, de ne pas regarder des films que j'avais déjà vus. Je l'ai fait vraiment un maximum, on est toujours sur cette lancée et ça fait toujours plaisir. Après 9 mois de défi, on atteint la dernière ligne droite, j'ai envie de dire. Non, la dernière ligne droite, ce sera en septembre. Mais bon, on arrive au bout. Commençons avec les statistiques selon le pays de sortie du film. Sur les 30 films que j'ai vus durant le mois de septembre, 12 venaient des États-Unis, 1 venait d'Amérique latine, 10 venaient d'Europe, 2 venaient d'Asie, 1 venait d'Afrique, 3 venaient du Moyen-Orient. Et on reste toujours sur le même problème, donc c'est toujours l'Europe et les États-Unis qui sont prépondérants dans les bilans, et j'ai beau essayer, hein, mais j'y arrive pas. Passons aux statistiques sur l'année de sortie. Sur les 30 films que j'ai vus durant le mois de septembre, 6 datés d'entre 2010 et 2020, 8 datés d'entre 2000 et 2010, 5 datés d'entre 1990 et 2000, 3 datés d'entre 1980 et 1990, 2 datés d'entre 1970 et 1980, 4 datés d'entre 1960 et 1970, 1 daté d'entre 1930 et 1940 et 1 daté d'entre 1920 et 1930. J'ai l'impression d'avoir été moins éclectique cette année, ce mois de septembre, durant les dates de sortie. D'habitude, j'ai l'impression que les statistiques sont toujours un peu mieux réparties. Là, je sais pas, j'ai pas été sérieux à ce niveau-là, donc ça c'est à se reprendre, parce que si j'arrive pas à être variant au niveau du pays, il faudrait au moins que je sois variant sur les genres et sur l'année de sortie. Passons aux statistiques selon le genre du film. Sur les 30 films que j'ai vus durant le mois de septembre, 1 était un film d'action, 1 était un film d'animation, 1 était un film d'aventure, 4 étaient des comédies, 1 était un documentaire, 5 étaient des drames, 1 était un film érotique, 2 étaient des films fantastiques, 3 étaient des films fantasy, 1 était un film de guerre, 3 étaient des films historiques, 3 étaient des films d'horreur, 1 était un film musical, 1 était un film romantique, 1 était un film de science-fiction et 1 était un western. Alors j'avais eu peur d'avoir été un peu trop forcé sur les drames durant ce mois de septembre, mais j'ai l'impression que ça s'est bien réparti sur tout le reste. C'est la première fois que les comédies, que je vois autant de comédies durant un mois, durant le voyage du cinéphile. Je crois que d'habitude les comédies c'est toujours à des chiffres plutôt bas. Sinon, les drames sont toujours prépondérants. Je suis toujours le premier étonné quand ça arrive, ce genre de choses, et voilà. Donc toujours un peu éclectique, même si j'ai eu la main lourde sur les drames durant le mois de septembre. Passons maintenant au flop 10 du mois de septembre. Sachant que pour ce mois de septembre, justement, il n'y a que 4 films que je considère vraiment comme mauvais. Et autant vous dire que ce flop me gêne un peu parce qu'il y en a 3... sur lesquels je vais vite passer parce que je les trouve pas mauvais en soi, je les trouve même très sympathiques. Mais voilà, sur le mois de septembre, ils sont figurés sur le flop 10 un petit peu malgré moi, quoi. Donc voilà, écoutez, on va passer directement au flop 10 et évacuer les plus sympathiques. Numéro 10.
Dodia M. que Macunaíma et Gilberto Frère visitaram o terreiro da Tiaciata. Je vous jure que c'est le titre du film. C'est un film du Botswana, c'est un court-métrage. Pas mauvais du tout en soi comme court-métrage, hein. Ça consiste à montrer une fête. Alors, de ce que j'ai vu, il y avait des intrigues. Mais étant donné que j'ai pas trouvé une version sous-titrée, ben, j'ai essayé de comprendre, mais c'était pas évident. Je pense que c'était surtout la découverte d'une personne sur une fête traditionnelle au Botswana. Mais en soi, c'était pas inintéressant, hein. C'était sympathique. Le film est en ambiance festive. Seulement, voilà, il a fallu compléter le flop 10 et c'est lui qui le complète. Voilà, pas grand chose à dire. Numéro 9. Le Maître d'Armes. Alors, le Maître d'Armes, les films d'action sont excellents dans le Maître d'Armes. La plupart, et vu que le film est bourré à 80% d'action, bah, ça rend le film tout de suite beaucoup plus facile à regarder. L'histoire, par contre, est assez stupide. On va pas se mentir. En fait, ce qui gâche surtout le Maître d'Armes, c'est surtout la fin. La fin est ultra rushée, elle est ultra gnangnan, elle est ultra abusée. Et en plus, bon, tu sens que c'est un film chinois vu comment il parle du Japon. Hein. Tu sens très bien que le film a été produit par la Chine. Voilà, bon, un film qui est sauvé par ses scènes d'action, mais en soi, après, c'est pas une horreur à regarder, mais l'histoire est très conne. Mais bon, après, est-ce que le film avait vraiment la prétention de raconter une histoire intelligente? Ça, j'ai des doutes. J'ai franchement des doutes. Numéro 8. L'espion aux pattes de velours. J'avoue que j'avais de meilleurs souvenirs de ce film. Mais bon, en soi, il est absolument pas mauvais. Hein. Il reste rigolo, il reste divertissant. Après, on va pas se mentir, c'est très gnangnan. C'est très naïf, c'est très niais, c'est très enfantin. Alors oui, c'est un film Disney. Je suis d'accord, c'est un film Disney. Mais je veux dire, même pour un film Disney, je trouve qu'en termes d'intelligence et en termes d'écriture, c'est pas le plus poussé. Après, les gags restent drôles. Après, ça se suit sans trop de soucis. Ça reste très sympathique. Ça reste un film assez agréable dans ses péripéties. Ça reste assez agréable dans les gags. Les gags sont plutôt réussis dans ce film. Et puis oui, on reste dans un esprit enfantin, on reste dans un esprit un peu cartoonesque, mais bon, ça rend pas le film désagréable à regarder. Non, ce qui rend le film un peu désagréable à regarder, c'est juste le côté gnangnan, voilà. Mais en soi, il reste très sympathique, et c'est le dernier film que je trouvais très sympathique de ce flop. Numéro 7. La sorcellerie à travers les âges. Alors, lui, j'ai eu du mal à comprendre son concept. Je veux dire, c'est un film qui se revendique comme étant un documentaire. C'est ce que veut être le film, apparemment. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il a voulu mettre des parties de fiction dans son documentaire, ce qui rend le propos très confus. Je veux dire, ça commence avec un documentaire sur les sorcières et avec des reconstitutions du Moyen-Âge. Ce à quoi franchement c'était plutôt très sympathique, mais au bout d'un moment ça parle d'histoires individuelles et j'ai l'impression que ce sont des histoires inventées et j'ai l'impression aussi qu'il y a des parties quand même, il y a des parties où on voit les démons, on voit les sorcières. Alors est-ce qu'ils voulaient afficher les croyances de l'époque, mais tel que c'est présenté, j'ai plus l'impression qu'ils voulaient faire une représentation fictionnelle. Et du coup, ça rend la chose confuse parce que ça se vend comme un documentaire. Et j'ai pas compris aussi pourquoi évoquer le cas de l'hystérie. Je sais que l'hystérie, c'était quelque chose dont on blâmait les femmes. C'était une maladie qu'on disait à l'époque purement féminine. Ça, je le sais. Mais du coup, je comprends pas ce que ça fout là, en fait. Bref, voilà, c'est un... Après, c'est pas désagréable. Après, ça reste très intéressant. Ça reste un peu prenant. Il y a des scènes où c'est bourré de tension.
Notamment les scènes avec le diable, les scènes où il représente le diable sont plutôt très réussies. La scène de sabbat, je me souviens d'une scène de sabbat dans ce film que j'ai plutôt beaucoup appréciée. Et il y a plusieurs scènes qui sont bien réalisées. Simplement le fait que le film ne sache pas sur quel pied danser dérange un peu dans son exécution. Numéro 6. Ogni sera, al calar del sole, sulle case di Carmingan scendeva la paura. Opération Peur. Pour moi, ce film est assez un gâchis. Hein. Je suis pas très habitué au gialli. Hein. J'ai découvert un petit peu cette année avec les films, avec certains films que vous avez certainement vus dans mes tops ou flops. Mais du coup, j'ai l'impression que Opération Peur, c'est un giallo fainéant quand même. Hein. C'est un giallo où il se passe des choses, mais par rapport à ce que j'avais déjà vu, j'ai pas l'impression que c'est un giallo qui pousse là où les autres poussaient à présent. Un giallo, ça pousse sur le sexe, ça pousse sur le gore, ça pousse sur l'ambiance malsaine, une certaine misogynie, en représentation d'une forme de misogynie. Alors, j'ai rien retrouvé de cela dans Opération Peur. J'ai l'impression que c'est un giallo qui se veut trop sage. Et du coup, après, il y a des astuces de mise en scène que j'ai beaucoup aimé. Il y a des astuces que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, il y a une scène où l'esprit fait de la balançoire et la caméra bouge en même temps, ce qui donne un effet à la fois rapproché, éloigné, rapproché, éloigné, qui est plutôt agréable. Hein. C'est un effet plutôt réussi. Il y a des scènes de tension qui marchent très bien. Les scènes justement où on ne voit pas l'esprit, où on ne sait pas ce qui se passe, marchent bien parce qu'on est toujours dans l'inconnu et on ne sait pas comment le combattre. Et on ne sait pas dans quoi on est fourré. Et ça marche durant la première partie. La première partie du film est la meilleure du film. Mais après, quand on en sait un peu plus, qu'on commence à avoir le fin mot de l'histoire, le soufflet retombe, j'ai envie de dire. Le soufflet ne marche plus. Et c'est ce qui gâche un peu le film Opération Peur. Avec en plus une résolution de l'histoire que j'ai trouvé beaucoup trop vite fait, beaucoup trop précipité. Numéro 5. Hi. Hey. You having a good time? Yeah, this is my... Love. Alors, il est placé dans ce flop plus par souci personnel que par réelle qualité du film. En soi, je reconnais que Love, de Gaspard Noé, a vraiment de très bonnes idées de mise en scène. C'est vraiment... vraiment, j'ai adoré certaines scènes, certains passages qui, effectivement, sont d'excellents passages. Je pense notamment à la scène de la boîte échangiste. La scène de la boîte échangiste avec le jeu de lumière où tu as l'impression que les personnes sont différentes, ça a donné vraiment que les personnes étaient transformées par l'expérience, qu'elles n'étaient pas les mêmes quand ils étaient dans la boîte échangiste. Je dois reconnaître, il y a des idées chez Gaspard Noé, il y a des transitions où on a le personnage qui est cadré exactement de la même façon alors que tout change autour de lui, ça c'était très bien fait. Ça, je dois reconnaître que Love a pas mal d'idées de mise en scène. Simplement, il y a deux choses qui m'ont fortement dérangé et qui pour moi gâchent tout. Enfin, l'une est un vrai défaut par contre. La première chose, je ne supporte pas le côté malsain de Gaspard Noé. C'est mon truc. Gaspard Noé fait partie de ces réalisateurs dont je reconnais le talent, dont je reconnais qu'ils sont bons, mais dont je n'accroche pas au style. Voilà. Le côté malsain de Gaspard Noé, le côté où on va vraiment... vous voyez, on parle de tir-larme, on parle de tir-gerbe, là c'est juste, on veut faire du glauque pour du glauque. C'est un truc qu'aime bien faire Gaspard Noé. Et j'aime pas cet aspect-là de sa cinématographie quand il cherche absolument à vouloir soit te faire méga misérabiliste, soit te faire méga glauque, à pousser les trucs jusqu'à ce que ça en devienne ridicule. Ça c'est sa habitude, et Love fait partie de ses films. Love fait clairement partie de ses films. Un autre défaut de ce film, c'est que... comment dire ? Gaspard Noé se masturbe beaucoup sur ses concepts, sur son concept. Et ça se sent tellement dans Love.
Ça se sent tellement dans Love qu'il voulait juste se masturber. Il y a des scènes où c'est carrément... le gars, il parle du concept de son propre film et il se masturbe dessus. Il dit, oui, c'est le seul à le faire. Je suis le seul à le faire. Le cinéma n'osera jamais faire ça. C'est vraiment le gars passe beaucoup de scènes dans le film à se dire qu'il est génial, à se dire qu'il est super, ce genre de choses quoi. Y a une scène dans Gaspard Noé dans Love que j'ai pas compris, c'est la scène finale en fait. J'ai l'impression, je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'y voir une scène mignonne. Mais vu comment Gaspard Noé est malsain dans sa réalisation, il y a un autre aspect qui m'effraie un peu. Et il y a aussi un point que j'ai trouvé rigolo, c'était pas un défaut en soi, mais je trouvais ça rigolo. Gaspard Noé n'a pas assumé sa calvitie dans ce film. Parce qu'en fait, dans le film, il joue dans son propre film, il joue le rôle d'un directeur de galerie d'exposition, qui était un ex au personnage féminin principal. Et le mec, toutes les scènes où il a une perruque. J'ai pas compris pourquoi, je trouvais ça rigolo, c'est pas un défaut, c'est pas un aspect très important, mais je trouve ça rigolo qu'il ait pas assumé d'avoir une calvasse. Voilà, sinon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire, c'est que Gaspard Noé, je reconnais qu'il a des bonnes idées, hein. Y a une autre bonne idée, par exemple, qu'il a eu dans ce film, c'était que pendant que le mec trompe sa nana avec la voisine, il y ait une musique limite enfantin, limite de bébé. Et en fait, ça présage parce que la capote craque et c'est comme ça que la voisine tombe enceinte. En soi, c'est pas mal, hein. En soi, c'est une bonne idée. Mais ça m'énerve parce que c'est une bonne idée dans un esprit de Gaspard Noé et donc dans un esprit qui me rebute au plus haut point. Voilà. Numéro 4. Les Trois Royaumes. Alors, le seul bon point de ce film, c'est que les scènes d'action sont bonnes. Les scènes d'action sont bonnes, les scènes de bataille sont bonnes. Il y a quelques scènes qui valent le coup. Genre, il y a une scène où on suit un oiseau à travers un camp d'entraînement qui est plutôt bien. Ça, c'est très bien. Malheureusement, il y a le reste. Alors, le reste, bon... heureusement que ces scènes de bataille et les scènes d'action sont, on va dire, 70% du film, mais le reste est extrêmement mauvais. Déjà, le film est très con. En clair, le film est très con. Quand la bataille finale, quand les gentils gagnent parce que le grand méchant, plutôt que d'aller combattre sur le champ de bataille, préfère boire le thé avec la femme de son ennemi... C'est complètement con, surtout qu'en plus c'est censé parler de faits historiques, c'est censé reprendre la bataille des Falaises Rouges qui s'est vraiment passée en Chine au Moyen-Âge, je ne sais plus exactement les dates, mais quand le film fait ça, c'est complètement con. Un autre truc qui est complètement con, c'est qu'on a une séquence Bowser, parce que le grand méchant, évidemment, est amoureux de la femme du héros, donc on a plein de séquences comme ça. Et un autre truc, c'est la première fois que je vois un film qui s'auto-spoil. Je m'explique. En gros, à plusieurs reprises, on a des montages, on a des espèces de clip show où on montre des séquences de différentes scènes, et dont des scènes qui n'étaient pas dans ce qu'on avait vu du film. Genre, imaginons que le film, vous êtes à une demi-heure de film, il y a une scène de clip show, et la scène de clip show va vous montrer des scènes qui se dérouleront à 1 heure du film. Donc, on vous montre des scènes qui ne sont pas encore passées. On vous montre des scènes qui ne sont pas encore passées et qui spoilent ce qui va se passer. Et c'est complètement con, c'est complètement stupide. J'ai l'impression que c'est des scènes qui ont été faites pour le remplissage. C'est des scènes qui ont été faites pour donner de la consistance de film qui n'en avait pas besoin, quoi. C'était idiot, c'est complètement idiot. Et en plus de ça, il faut se dire, le film est moche. Le film est très moche. Il y a des décisions au niveau de l'arc, je comprends pas. Genre, un exemple, il y a 2 personnages qui se parlent, qui sont extrêmement rapprochés. Genre, ils sont à 2 cm, ils pourraient se galocher. Et derrière, l'arrière-plan, ça sent le fond vert avec un décor fait en 3D, mais d'une mocheté.
c'était horrible. Ah non, 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 mais je vous dis, il n'y a que les scènes d'action qui sauvent vraiment le film Les Trois Royaumes. Et c'est un gâchis, parce que la bataille des falaises rouges, ça peut être une histoire intéressante à raconter. Mais si on rajoute des trucs complètement cons, genre l'ennemi qui se fait battre parce qu'il boit le thé avec une fille, et ou bien rajouter des séquences d'action, des séquences qui s'auto-spoil, ça ne marche pas. C'est stupide, vraiment stupide. Numéro 3. Le secret de Mounacre. On est typiquement dans de l'adaptation de roman qui est peut-être pas mal. Hein. Le roman de base est peut-être pas mal, mais on est clairement dans le côté adaptation pour adolescents. Donc, qui dit adaptation pour adolescents, ça donne un scénario, une histoire qui est complètement stupide et qui prend des raccourcis tellement énormes que ça en devient juste des incohérences. Le film, j'ai l'impression que le film était fauché. Sérieusement, le film était fauché. Parce qu'il n'y a rien qui va. Les décors sont juste pauvres. Il y a rien, ils n'arrivent pas à donner la féerie que devrait avoir Mounacre. On ne voit quasiment rien de Mounacre d'ailleurs. On voit 2 châteaux et une forêt. C'est tout. C'est la seule chose qu'on voit et c'est pauvre. On sent vraiment qu'il y avait un manque de budget sur ce film. Les effets spéciaux, bon, le film date de 2008, encore une fois. Je pense qu'il y avait moyen de mieux faire. Mais le pire, c'est que c'est... En fait, c'est juste con tout le long. Les personnages sont... Enfin, les acteurs jouent mal. Je sais pas ce que fout Tim Curry dans un projet comme ça. Alors que c'est un acteur que j'adore, quoi. Mais là, il n'y en a aucun qui est réellement convaincant. Il y a des phrases, mais alors, complètement code et qui servent à rien. Genre, à un moment donné, le fils se fait capturer... Il y a un gars qui se fait capturer, qui devait aider la fille. Il devait aider la fille. Il se fait capturer... Il se fait amener, la fille croit qu'il a trahi. Mais ça dure genre 2 secondes. C'est genre, elle dit, pourquoi tu fais ça? Mais ça dure 2 secondes et ça ne sert à rien. Il n'y a même pas un travail sur la tension, il n'y a rien. Ah oui, la grosse facilité scénaristique, et ça c'est un truc que j'en peux plus. C'est le fameux trope du... la malédiction va se réaliser dans 5000 lunes. Et là, on est à la 4999e lune. Oh, qu'est-ce que j'en peux plus de ce trope de merde où c'est toujours la dernière fois. Un autre truc qui est mauvais aussi dans Mounacre, c'est qu'il il n'arrive pas à gérer le côté découverte des choses fantastiques. Genre, la fille, elle voit une étoile qui est peinte sur son plafond s'animer et partir, ça dure 2 secondes. Ça dure 2 secondes, c'est genre, elle voit ça, ça coupe, on passe à autre chose. Et c'est pareil pour la licorne. À un moment donné, elle voit la licorne dans le sac, autour du château, pareil. Le moment où elle la voit, ça ne dure que 2 secondes. C'est le moment où on est censé découvrir le côté fantastique de Mounacre. C'est le moment où on est censé découvrir le côté féerique de l'histoire. Pourquoi tu passes à autre chose? C'est stupide. C'est stupide. Et c'est en fait, c'est le côté, j'ai l'impression que c'est aussi le côté fauché. C'est-à-dire que on peut pas montrer trop de choses féeriques parce que ça coûte en effets spéciaux et on n'a pas le budget pour les effets spéciaux. Mais c'est complètement stupide. Oh. Mais j'ai l'impression que le secret de Mounacre, c'est comme Eragon, c'est comme Percy Jackson, c'est comme beaucoup de ces romans jeunesse qui ont été adaptés, qui sont peut-être très bien. Je n'ai pas lu le secret de Mounacre, mais qui ont été adaptés par des chaussettes, qui ont été adaptés par des incompétents qui ne voulaient juste que faire surfer sur le succès d'Harry Potter, de Seigneur des Anneaux, de Hunger Games. C'est juste désespérant de tomber sur ce genre de film. Numéro 2. Mongol. Après le Gengis Khan pacifiste du film Gengis Khan, la légende d'un concurrent, on a maintenant le Gengis Khan victime.
Non, je suis désolé, mais dans mon... Qu'est-ce qui vous a fait Gengis Khan? Je suis désolé, mais j'en ris parce que c'est ridicule. En fait, dans ce film, on ne voit que les moments où Gengis Khan est faible, que les moments où c'est un clodo, où c'est juste, il est juste avec sa petite femme, que le moment où il fait capturer sa femme. Les moments où Gengis Khan brille, bah c'est même pas bien mis en avant, c'est même pas des moments assez épiques, c'est pas des moments où on est vraiment emporté par le fait que Gengis Khan fasse de grand chose. Non, surtout qu'il fait quasiment rien. Je crois que la seule vraie bataille... Ah, il y en a deux. Il y a deux batailles. Mais alors, la seconde bataille... Ouais, non, la seconde bataille, elle n'existe pas, en fait. Parce qu'en fait, j'explique. Dans la première bataille, il va délivrer sa femme qui s'est fait mettre enceinte par un ennemi. Donc, voilà. Et la deuxième bataille, elle se termine parce qu'il y a de l'orage. Je vous jure que que je déconne pas. La bataille est mise fin parce que les Mongols ont peur de l'orage. C'est débile. C'est débile. C'est complètement stupide. Au moins Gengis Khan, la légende d'un conquérant, avait le mérite de montrer des scènes de bataille. Mais celui-là, c'est genre, ouais, non, les Mongols veulent plus se battre parce qu'il y a du tonnerre. Mais quoi? Et alors... À aucun moment, Gengis Khan n'accomplit... J'ai l'impression qu'à aucun moment, Gengis Khan n'accomplit les choses par lui-même. Et qu'il prend des décisions à la hâte. Genre, il rencontre une fille, je sais plus quelle est la fille de qui, je crois que c'était la fille d'un ancien ennemi ou quoi, il fait, bah maintenant t'es ma fille. Quoi? Mais ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Et tous les moments où Gengis Khan prend de l'importance, tous les moments où Gengis Khan monte en grade, tous les moments où il devient justement Gengis Khan, ils sont ellipsés. C'est-à-dire, on quitte un Gengis Khan clodo, on quitte un Gengis Khan qui n'a que sa femme, et 2-3 personnes autour de lui, on fait une ellipse et il est à la tête d'un clan. Pourquoi ellipser ce genre de passage? C'est ce qu'on veut voir, c'est ce qui est intéressant dans la vie de Gengis Khan au bout d'un moment. Il n'y a rien qui va. Il y a des soucis de montage, il y a des soucis de ce qui a été sélectionné pour raconter la vie de Gengis Khan. Et ça rend ce truc débile, ce truc complètement con. C'est stupide, voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur ce film, c'est juste stupide. Après Gengis Khan, c'est ce que j'ai dit en début de critique, c'est après Gengis Khan pacifiste, Gengis Khan victime, qui arrive à gagner parce que les Mongols ont peur de l'orage. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Et le numéro 1 du flop 10 du mois de septembre est... Maleficarum. Maleficarum, c'est typiquement du torture porn. Et c'est du torture porn que je déteste. C'est-à-dire que déjà pour moi, le genre du torture porn, ça ne passe pas. Pour moi, le regarder pendant 1h30, 2 heures des gens se faire torturer, c'est pas divertissant pour moi. Pour moi, c'est juste chiant au bout d'un moment. Et Maleficarum, c'est typiquement ça. C'est 1h30 de torture. Et des fois, il y a des films de torture porn qui peuvent amener quelque chose d'intéressant, qui peuvent avoir, où on se dit qu'il y a eu des efforts de fait, où on se dit que la personne quand même, elle a des idées de mise en scène, ou elle a des idées de thématique. C'était le cas par exemple de The Sadness, sorti en 2019, qui était un torture porn, un torture porn ultra gore. Maleficarum, c'est un torture porn qui ne propose rien. On montre juste 2 femmes se faire torturer, et c'est tout. Et les tortures qu'elles subissent, généralement, elles sont répétées 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui subit une torture, on la change par une autre femme, et l'autre femme va subir la même torture. Ça, c'est sur 2-3 tortures, et il y en a d'autres où c'est individuel, c'est-à-dire il n'y a qu'une femme sur les 2 qui subit la torture. Mais voilà. À la rigueur, la seule chose que peut apporter d'intéressant le film, ce sont les témoignages des gens, mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la plupart vont témoigner sur la même chose, la plupart vont témoigner sur le même événement qui a été montré en début de film
et qui a été mal foutu, mal monté, qui n'apporte rien, où c'est plat et médiocre. Et certains de ces témoignages, on va revenir sur cette scène. Et on va revenir, sans même faire l'effort de s'adapter au point de vue de la personne. C'est-à-dire que si encore le témoignage, en fait, le témoignage, on montrait ce que dit le témoignage. Genre, par exemple, il y a un témoin qui dit, oui, la fille, elle m'a insulté. Si on montrait la fille l'insulter, ça irait. Mais non, le témoignage ne change pas, c'est tout le temps la même scène. C'est tout le temps la même scène qu'on répète plusieurs fois. Et là, ça sent vraiment le remplissage. Ça sent le remplissage parce que peut-être, je sais pas, peut-être que le réal s'est dit que 1 heure de femme qui se fait torturer, ça risquait de pas trop attirer du monde, je sais pas. Avec une fin à la va-vite complètement conne et complètement stupide, mais qui est censée être, je sais pas, c'était peut-être censé nous dire, oui, mais finalement, elles se sont fait torturer pendant 1 heure et demie, mais elles récupèrent quand même la baraque, elles sont quand même innocentées, ouais, bon, il y en a une qui est finie handicapée à vie parce qu'elle a été cramée. Wow! Malefica Room ne propose rien d'autre que du torture porn, c'est du torture porn vide. C'est du torture porn vide qui ne s'assume pas et qui, pour le peu de choses qu'il propose à côté, ne propose que de la merde. Du coup, pour moi, c'est un film exécrable. C'est un film exécrable. Et même en termes de torture, même en termes de malaisance face à la torture, j'ai vu des films qui faisaient bien mieux dans ce domaine-là. Donc au bout d'un moment, non, ça ne justifie pas. Alors, avant de passer au top 10, nous allons parler du flop 20 de l'année qui s'est écoulé. Alors, j'ai décidé de faire sur un format différent parce que un flop 20 complet, je trouvais que c'était beaucoup trop long, en fait. Et beaucoup trop fatigant. Et que si je veux faire après un flop 30 et un top 30 quand on atteindra les 300 films, ce qui va être bientôt le cas, ça sera beaucoup trop fastidieux à présenter. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que là, en gros, je vous présente les 20 films du flop et ce sera pareil pour le top. Sachant que le moins mauvais se situe en haut à gauche et le plus mauvais en bas à droite. Et pour le top, ce sera le moins bon en haut à gauche et le meilleur en bas à droite. Et donc, juste dire quels films sont sortis du flop 20 et par quoi ils ont été remplacés. Donc du coup, pour parler du flop 20 de l'année qui s'est écoulée, 3 films sont entrés dans le flop 20, donc faisant sortir Alcino et le Condor, L'Empire des Sens et Cendrillon de 1914, pour être remplacé par Le Secret de Mounacre qui est entré à la 17e place. Nous avons également Mongol qui est entré à la 15e place et Malefica Room qui est rentré à la 10e place. Voilà, nous pouvons passer maintenant au top 10 du mois de septembre. Numéro 10. I'm slamming him tonight. You guys are dead in the water. All right, way to go, Donnie. The Big Lebowski. C'est typiquement le genre de film que j'aime, le genre de film que j'adore. C'est-à-dire des films où on part sur un délire total et on va à fond dans le délire, quitte à ce que ça en devienne ridicule. Et là, c'est exactement ça. The Big Lebowski, bon, ça parle d'un loser qui est mêlé à une histoire qui part totalement en vrille. Mais justement, il y a ce côté où il est confronté à un monde tellement absurde, tellement bizarre, tellement différent par rapport à ce qu'il a l'habitude que ça en devient, que toutes les situations en deviennent absurdes. Genre, une meuf qui lui propose $1000 pour, de le sucer pour $1000, il va, je vais chercher de quoi, retiens. Et il y a des séquences oniriques où c'est du pur délire. Genre une séquence où il rêve de bowling et c'est juste ça. Et genre, il rêve d'être une boule, il rêve d'être une quille, il rêve d'être... Il y a plein de trucs et c'est juste génial. C'est génial, The Big Lebowski. Alors, c'est pas sur des thèmes qui m'attirent, mais le film est extrêmement délirant, le film il part tellement à fond que ça en devient juste jouissif, c'est ça. Et alors,
Le personnage de John Goodman, meilleur personnage du film. Meilleur personnage du film. Dans ses pétages de plomb, dans sa manière de faire les choses, il est juste énorme. C'est hyper drôle, The Big Lebowski. Numéro 9. Aguirre, la colère de Dieu. Alors, Aguirre, la colère de Dieu, c'est un peu spécial parce que bon, c'est du Werner Herzog. C'est la première fois que je vois un film de Werner Herzog. Et honnêtement, je comprends tellement comment si les films de Werner Herzog sont du même acabit que Aguirre, la colère de Dieu, il y a quand même de quoi se dire qu'effectivement le gars il sait y faire quoi. Il y a des plans dans Aguirre, la colère de Dieu, mais la verticalité des plans, je pense notamment à un moment donné où le cortège des Espagnols descend d'une falaise en tout début de film. Oh, ça donne le vertige, c'est impressionnant. On est vraiment dans quelque chose de palpable, en fait. On est vraiment quelque chose dans quelque chose d'à la fois vertigineux et aussi de palpable. On sent qu'on est dans quelque chose qui nous dépasse totalement. On sent qu'on est dans un environnement dangereux. On sent la poisseur, la chaleur, l'humidité, le fait qu'ils sont dans le bout, à tel point que ça en devient... Que ça en devient juste absurde. On sent tout le malheur que subissent les Espagnols. Ça part un petit peu trop en vrille sur la fin. Sur la fin, c'est limite cartoonesque, je veux dire, quand il se reçoit une flèche en mode ah, c'est pas une flèche. C'est ça, tu vois, c'est le genre de truc qui gâche un peu. Mais l'environnement de la jungle est tellement bien retranscrit dans Aguirre, la colère de Dieu, et j'ai envie de dire, on sent vraiment aussi dans le jeu, je sais pas comment Werner Herzog a géré son jeu d'acteur, il paraît qu'il a pris d'énormes risques dans ce film, genre il s'est filmé sur les rapides, sur de vrais rapides, et ça se sent parce que il y a eu quelques fois où la caméra a eu du mal à être stable, mais ça apporte quelque chose, ça apporte vraiment un côté, on est vraiment dans la jungle, le film est ultra immersif à mort. C'est ça que je cherche comme terme depuis tout à l'heure. Le film est ultra immersif parce que on ressent déjà la jungle, on ressent vraiment la lourdeur de la jungle sur nous et on ressent aussi que les personnages subissent cette lourdeur, que ce soit par leur équipement, que par le fait qu'ils s'enlisent dans la boue, par leur organisation où il y en a un qui s'empiffre pendant que les autres crèvent la dalle. Et c'est ça qui est génial dans Aguirre, la colère de Dieu, c'est-à-dire que la fin gâche un peu, la fin est un peu gâchée, mais alors tout le reste, on est tellement pris dedans parce que Werner Herzog arrive dans ce film, en tout cas je ne sais pas ce qu'il a fait dans les autres films, mais dans ce film en tout cas, il arrive à nous écraser avec la jungle en fait. Il arrive à donner cet aspect écrasant de la jungle. Et ça c'est génial. Numéro 8. Est-ce que c'est toi, John Wayne? Ou est-ce que c'est moi? Qui a dit ça? Qui est le tordu qui a dit ça? Full Metal Jacket. Alors certains vont peut-être être surpris de le voir si bas. En fait, Full Metal Jacket, il y a un truc. C'est que c'est un film en deux parties. Et la première partie est infiniment plus intéressante que la deuxième. La première partie est beaucoup plus maîtrisée. Elle est beaucoup plus intéressante. Elle parle de beaucoup plus de choses que la deuxième partie où ça tente, on tente de rester dans ce côté de dénonciation de l'armée de Vietnam, mais où on va dire que c'est plus attendu, c'est plus un cadre dans lequel on est habitué, quoi. Bon, le film n'est pas tendre avec l'armée américaine, le film fracasse l'armée américaine, fracasse les décisions de censure, le point de vue des soldats, à part le soldat Guignol que l'on suit tout le long, qui fait office de héros du film, qui... Évidemment, c'est le soldat qui est plutôt pacifiste, qui est plutôt objecteur de conscience. Bon, c'est un peu facile de faire un personnage comme ça. Mais la première partie est beaucoup plus intéressante parce que justement, on n'est pas dans la guerre. On est avant la guerre et on montre le traitement des soldats. Surtout quand on sait que Earl Lepner, l'acteur qui joue le sergent Hartman, a rajouté des insultes pour que ce soit plus proche de la réalité parce que lui, apparemment, je crois qu'il a été adjudant
le Earl Lepner, je crois. Hein, je suis pas sûr, faudrait que je revérifie. Mais du coup, c'est plus intéressant de voir comment l'armée américaine à l'époque écrasait les mentalités, a écrasé le mental des jeunes gens, comment il les détruisait si jamais ils ne rentraient pas dans les rangs, comment il les détruisait si jamais ils avaient des difficultés, à quel point c'était vraiment marche ou crève à ce moment-là. Et je trouve ça plus prenant, je trouve ça justement où on est en empathie. Et alors, la cruauté des scènes est énorme. Il n'y a aucune scène vraiment gore dans le film. Il n'y a aucune scène où on peut se dire c'est un film extrêmement violent. Mais alors, les scènes de punition de Hartman m'ont foutu un malaise. La scène où Baleine est obligé de manger un beignet pendant que les autres font des pompes autour de lui. Le moment où ils font des burpees, alors que Baleine, pour payer les conneries de Baleine, pour payer les erreurs de Baleine. Oh la vache! Oh la vache! C'était malaisant! C'était malaisant et on sent vrai, et c'est pour ça que c'est une partie qui est extrêmement intéressante. La deuxième partie est pas mal, je dis pas qu'elle est mauvaise la deuxième partie, mais elle est plus convenue, elle est plus attendue que la première partie où on est vraiment dedans. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui ont vu Full Metal Jacket se souviennent plus de la première partie que de la deuxième partie. Numéro 6. Bunker Palace Hotel. Un film de science-fiction français. Et on dit que le genre n'existe pas en France. Il date un peu, ceci dit. Hein. Bunker Palace Hotel, ça date de 1989. Mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui a sa propre ambiance, qui a sa propre patte artistique. C'est peut-être parce que le réalisateur du film, c'est Enki Bilal. Enki Bilal, qui est à la base un dessinateur de bande dessinée. Et qui a... j'ai lu, je crois que j'ai lu 2-3 BD de Enki Bilal avant de découvrir Bunker Palace Hotel, et on y retrouve de la patte de Enki Bilal dans ce film, avec ce côté très gris déjà, ce côté très, comment dire, on est vraiment dans du punk usé. Et ça se sent avec les androïdes notamment, les androïdes qui partent en vrille complet, le bunker qui se dégrade, et c'est très intéressant. C'est très intéressant. En fait, Bunker Palace, pour moi, c'est le principe du film qui va illustrer son propos dans la mise en scène et dans son déroulé. Et en ça, c'est extrêmement intéressant de suivre le film. Ne serait-ce que dans la dégradation du bunker qui montre un peu la déliquescence de la classe des riches. Puisque ceux qui se planquent dans l'hôtel, dans le bunker, c'est uniquement des gens de la haute société. Qui se retrouvent enfermés, dans un système qui se dégrade extrêmement vite parce qu'ils ont voulu s'asseoir dessus et qu'ils ont fait n'importe quoi. Parce que c'est ça Bunker Palace Hotel, c'est voir la dégradation du pouvoir. Mais en plus de cela, là où Bunker Palace Hotel est vraiment très fort, c'est que cette dégradation du pouvoir ne signifie pas forcément l'avènement d'un jour nouveau où tout est beau, tout est nickel maintenant qu'on a séparé les responsables. Non, parce que le film fait une pirouette scénaristique qui nous met dans une fin extrêmement amère, extrêmement pessimiste. Et ça, c'est ultra fort. Ça, c'est ultra génial. Ça, j'adore ce genre de choses. Et un autre truc aussi qui est appréciable dans Bunker Palace Hotel, c'est la patte artistique. La patte artistique de Enki Bilal. Je ne sais pas quel a été le budget de ce film, mais il n'y a vraiment rien qui fait faucher. Que ce soit la pluie blanche, que ce soit les décors en extérieur qui donnent un aspect pas trop futuriste. On sent qu'on est dans quelque chose de proche de nous, mais quand même on sent on sent une ville usée. C'est l'usure de la ville qui fait qu'on a l'impression d'être dans le futur. Et d'ailleurs, il n'y a aucune localisation précise du futur, puisque il y a une langue interdite qui est réhabilitée, qui ressemble à du polonais. Je ne sais pas si c'était ça. Je crois que Enki Bilal est polonais de base, mais je ne suis pas sûr. Il y a véritablement une patte artistique à ce niveau-là. Le bunker aussi, à ces moments-là, avec cette lumière, ces droïdes qui jouent ça. Là où c'est fort avec les droïdes, c'est que ce sont des acteurs qui les interprètent, mais ils arrivent à avoir ce côté vallée dérangeante des droïdes qui font que,
ça fait pas faucher d'avoir pris des acteurs pour faire des androïdes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de côté mécanique, il n'y a pas d'effets spéciaux autour des androïdes. C'est vraiment les acteurs qu'on doit voir comme ça. Et je trouve ça fort, je trouve ça très prenant. Ça donne vraiment un côté science-fiction, pas cyberpunk, mais vraiment, on est dans un futur usé qui a sa propre patte artistique. Et c'est très appréciable de découvrir des univers de science-fiction qui ne font pas comme les autres, qui ne va pas sur les mêmes écueils que les autres. Numéro 6. Le bon, la brute et le truand. C'est iconique, le bon, la brute et le truand, et c'est iconique parmi les westerns, et franchement, ça se comprend. Ça se comprend. Tout d'abord parce que c'est un film qui a su très bien retranscrire son ambiance. Je pense notamment à la scène du désert, à la scène, de l'affrontement entre les trois qui est iconique. Il y a évidemment le développement de personnages. En fait, je crois que c'est la plus grosse force de ce film. C'est que l'histoire qu'il nous montre, les trois histoires qu'il nous montre sont intéressantes. Les trois acteurs, bon alors, évidemment Clint Eastwood crève l'écran, mais en fait ce sont les trois acteurs qui arrivent à très bien interpréter leurs personnages qui sont tous les trois intéressants dans le sens où il n'y a pas de héros, il n'y a pas de personnage bon, entre guillemets, même si Clint Eastwood fait office de héros finalement, à part, je sais plus qui joue le truand dans l'histoire, mais on suit surtout le bon et la brute, le truand lui étant surtout l'antagoniste principal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces trois personnages évoluer, voir comment ils vont parcourir et voir leurs méthodes qui sont toutes différentes, tous les trois différents. Il y a le truand qui intègre l'armée, très bonne idée, ça d'ailleurs en plus, une bonne dénonciation de l'armée de l'époque. Il y a la brute qui va essayer, qui est le petit magouilleur qui va tout faire pour se la péter. C'est là aussi où il y a certaines sources aussi que je ne savais pas, c'était là qu'étaient tirées certaines citations qui sont célèbres, genre quand on tire on raconte pas sa vie. J'avais déjà entendu cette phrase de parodier, mais je me doutais pas qu'elle venait du bon, la brute et le truand. J'ai pas grand chose à dire, il y a vraiment... C'est vraiment très impressionnant dans le western. Les personnages croisent tout ce qu'on pourrait croiser en fait, hein. Que ce soit une diligence qui a été attaquée, que ce soit un champ de bataille avec un pont, que ce soit un camp de l'armée nordiste, que ce soit une église, que ce soit un saloon. Il y a de tout en fait dans ce film. C'est une très bonne représentation de tout ce que peut représenter un western. Et ça reste très intéressant. Ça reste très intéressant, le bon, la brute et le truand, pour découvrir. C'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir ce qu'est le western. Et d'ailleurs, j'ai toujours cru que le bon, la brute et le truand étaient américains, mais en fait, ce sont des films italiens. Ils font partie de ce qu'on appelle des western spaghetti. Numéro 5. Une nuit à l'opéra. Champagne, les gars, c'est mon premier Marx Brothers. J'avais déjà entendu parler des Marx Brothers, notamment avec le film Devil's Reject de Rob Zombie, qui parle des Marx Brothers à un moment donné. C'était la première fois que je voyais vraiment un film des Marx Brothers, et je vous avoue que j'ai été rapidement conquis. J'ai été rapidement conquis parce que c'est typiquement l'humour que j'adore. En fait, les films des Marx Brothers... Soit vous adhérez à l'humour et vous les trouvez géniaux, soit vous n'y adhérez pas et vous trouvez que c'est merdique. Parce que, après, je sais pas pour les autres films, mais en tout cas, pour Une nuit à l'opéra, le film tient sur de l'humour absurde, sur de l'humour
où on va faire des jeux de mots, où on va parler des personnages qui vont faire des gags cartoonesques, des personnages cartoonesques, des situations totalement ubuesques. Je pense notamment à la scène de la cabine qui se remplit de sorte à ce que ça devienne ridicule, à tel point que ça explose. Les réactions des personnages qui sont totalement absurdes, c'est génial. C'est génial. Et pour moi, c'est typiquement le genre d'humour que j'adore. J'ai éclaté de rire devant une nuit à l'opéra plusieurs fois. Mais c'était vraiment du rire de bon cœur, quoi. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est un des gags inventifs. La scène entière, ça arrive à tenir des scènes entières, mais sur un même gag absurde. Je veux dire, c'est quand même un film qui est... Enfin, je sais pas si c'est les autres pareil, mais ce film arrive quand même à tenir des scènes sur un même gag. Je pense à la scène du policier qui débarque dans la planque des Marx Brothers, qui essaye de les retrouver, mais... À chaque fois, on se retrouve, les gens déplacent les meubles. En fait, la scène se déroule entre deux pièces. D'ailleurs, il y a un plan qui est très bien fait, c'est que la pièce est séparée par un mur. Et en fait, il y a un cadre qui prend les deux pièces avec le pan de mur qui les sépare. Je trouvais ce plan très bien fait. Et en gros, les gars n'arrêtent pas de déplacer les meubles d'une pièce à l'autre en passant par une fenêtre. Et le flic, ça le rend fou. Le flic, il n'arrive pas à comprendre. Et en plus, quand il essaie de poser des questions, t'as Groucho, qui est le seul avec qui il interagit, qui lui donne des réponses absurdes en mode « Ah, je crois que les lits sont en train de se reproduire. » Oh putain. Ah, des fois ça prend un peu la tête. Hein. Faut arriver à tenir sur la longueur avec cet humour. Mais typiquement, moi, c'est le genre d'humour qui me conquit très rapidement. Numéro 4. Il pourrait bien que ça empire après ça. Ouais. Tu sais dit, ça pourrait craindre. Ouais, peut-être, mais ce que ce vieux a fait, c'est cool. T'es d'accord? Ouais. Grand Torino. Je parlais de Clint Eastwood il y a quelques instants avec Le Bon, la Brute et le Truand. Grand Torino, c'est sans doute un de ses plus grands films, si ce n'est son plus grand film. En fait, Grand Torino, je dirais que c'est le film le plus intelligent sur le racisme, sur les tensions intercommunautaires, sur la situation en banlieue, sur comment on peut espérer s'en sortir, même si c'est pas pour devenir millionnaire, mais si c'est pour ne serait-ce que éviter d'avoir une vie de truand. C'est le film le plus intelligent sur le sujet. Et c'est intelligent parce que on sent que Clint Eastwood, c'est pas forcément un gros progressiste, Clint Eastwood. Quoique ses films, il est beaucoup plus progressiste que ce qu'on le pense. Mais il joue avec une image un peu réac. Et en fait, ce film va dépeindre un Américain moyen, mais il ne va pas le juger. En fait, ce qu'il y a de super avec ce film, c'est que la plupart des films où on va parler du racisme, la plupart des films où on va décrire des personnages racistes, on va les décrire comme des méchants. On va les décrire comme des personnages ignobles, des personnages ingrats, qui ne comprennent rien à la vie, qui seront tout le temps méchants, que s'ils sont racistes, c'est parce qu'ils sont méchants, et puis voilà. Le film Grand Torino, c'est pas ça. Grand Torino, tu as des personnages racistes. Et des personnages racistes de tous les côtés. Hein. Y a pas que le blanc qui est raciste. Tout le monde est... Beaucoup de personnes sont racistes. Et on leur met ce racisme pour des bonnes raisons. D'un côté, on a le personnage principal de Clint Eastwood qui a été à la guerre de Corée, qui a dû se battre, qui a été confronté à un ennemi coréen et qui est un vieux militaire endurci, qui a son côté raciste. De l'autre côté, tu as la famille coréenne de son côté qui a été mal accueillie par les États-Unis, qui a été mis dans cette banlieue, qui d'ailleurs la famille en soi, le gang coréen est en tension avec les gangs hispaniques comme on voit au début. C'est ça a une intelligence sur les tensions intercommunautaires. Et là où un film à la Disney ou un film qui parle de le racisme moderne, qui se voudrait être antiraciste, ne va donner le racisme que pour les blancs, tu vois.
Et c'est là où Gran Torino est très intelligent, c'est parce que il donne, en fait, il donne raison, mais surtout, il ne donne pas raison à son personnage. En fait, il donne pas raison aux racistes, et il dit qu'ils ont tort, mais il ne les juge pas comme étant forcément des mauvaises personnes. C'est peut-être des personnes qui avaient un mauvais a priori, c'est peut-être des personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes, c'est peut-être ce genre-là, et c'est là où le message, je trouve qu'il est pertinent et intelligent. C'est parce que Clint Eastwood, au début du film, il a tort. Il a tort au début, Clint Eastwood. Le film le montre bien. Et il montre bien qu'au contact de cette famille, sa mentalité va évoluer. Il va pas forcément devenir antiraciste. Il va pas forcément lutter contre le racisme. Mais il ne va plus avoir ces a priori qu'il avait au début. Il va moins se comporter comme étant le vieux réac qui dit sortez de chez moi, je défends ce qui est à moi, et puis voilà. C'est ça qui est intelligent dans ce film. Et évidemment, il y a toute la portée dramatique, il y a toute la portée où on s'attache aux personnages, qui vivent des situations terribles, où on doit accompagner les personnages dans une misère. On est vraiment dans une misère sociale dans Gran Torino. Et c'est une misère sociale dans laquelle on parle, dans laquelle les personnages interagissent. On sent vraiment une réalité. Et c'est ça qui rend le film génial. J'ai adoré Gran Torino. Si vous voulez un film intelligent sur le racisme et antiraciste, regardez Gran Torino. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Numéro 3. Mon désarroi était immense. J'étais à l'abri ici, menant une vie frivole, tandis que tous ceux que j'aimais vivaient dans l'enfer de la guerre. J'avais beau... Persepolis. Franchement, Persepolis, ça fait partie de ces films qui me font me dire que le cinéma d'animation français est le meilleur cinéma d'animation au monde. Persepolis en est un exemple même. Bon, déjà, l'histoire qu'il nous raconte est très prenante. L'histoire de l'Iran, comment l'Iran était avant l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini. Déjà, un film d'animation qui parle de politique au Moyen-Orient, et qui parle avec intelligence de la situation que vivent les Iraniens au Moyen-Orient, avec l'imposition de l'islamisme, avec l'imposition du voile, avec comment est traitée la population là-bas. Et c'est pour moi un film extrêmement intelligent, et c'est un film que devraient voir les gens qui se disent militants. C'est un film que devraient voir les gens qui se disent militants antiracistes et militants et qui parlent pour les pays du Moyen-Orient. Regardez juste Persepolis, quoi. Persepolis, c'est typiquement, c'est l'expérience. On sent vraiment l'expérience vécue par quelqu'un qui a vécu là-bas. Et c'était pas forcément tendre avec l'Europe. C'est pas forcément en disant que l'Europe est gentille. Déjà, ça met en évidence le fait que si la situation est telle, c'est en partie à cause des pays occidentaux. Je pense notamment à l'arrivée du Tcha au pouvoir, au fait que pendant la guerre Irak-Iran, les Occidentaux ont récupéré les restes. Et attention, il y a ce passage aussi, il y a tout un moment où Marjane Satrapi est en Europe et elle n'est pas... Enfin, oui, c'est ça, c'est Marjane qui comment elle est nommée le personnage principal. Et elle n'est pas tendre avec l'Europe, elle n'est pas tendre avec la mentalité européenne. Et en fait, c'est un film qui parle de l'histoire d'une adolescente et qui va parler de la politique à travers de l'histoire de cette adolescente. Enfin, même pas d'une adolescente. En fait, on la suit enfant, on la suit petite fille, et on la suit jusqu'à ce qu'elle devienne femme et qu'elle retourne en Europe parce qu'elle a un esprit trop rebelle pour l'Iran. C'est ce que dit sa mère en fin de film, c'est l'Iran n'est pas fait pour toi. L'Iran, tu n'as pas ta place dans cet Iran-là, dans cet Iran tyrannique en fait. Et en soi, le film est intelligent. Et ce qu'il y a de super avec Persepolis, c'est qu'il raconte son histoire en ayant des idées sur sa mise en scène, en se mettant vraiment dans une évolution de la mentalité du personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que le personnage va passer de petite fille à femme. Et au fur et à mesure, vous savez, quand on est enfant, on s'imagine des mondes, on s'imagine des choses, et on évolue, et on quitte ces mondes imaginaires. Et ben le film va adopter à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on voit Marjane petite, elle parle à Dieu, elle s'imagine des trucs, elle s'imagine être communiste, elle a des rêves, elle a des ambitions. Puis petit à petit, elle grandit, elle devient adolescente, elle devient une femme, et on est de moins en moins dans ce côté-là. À part des exceptions, comme au moment où elle tombe amoureuse de quelqu'un, et où là, on va être dans une phase un peu éthérée. Et ensuite, quand elle est dans la rupture,
sûr, dans son esprit, ça va être, elle va détester le gars à mort, parce que elle va le revoir comme étant la pire raclure du monde, quoi. Et c'est intéressant, c'était intéressant, parce que le film d'animation suit le personnage rattrapé, il suit sa psychologie, et elle illustre sa psychologie. Et je crois que c'est une des meilleures manières de représenter la vie d'une personne, de représenter le vécu d'une personne. Numéro 2. Everyone has an angel. A guardian who watches over us. Sucker Punch. Sucker Punch, c'est comme Big Lebowski et c'est comme avec d'autres films, c'est typiquement le genre de film qui a un concept qui peut paraître débile sur le papier, mais qui pousse tellement à fond les choses que le débile devient génial. Et c'est typiquement ça, Sucker Punch. Sucker Punch, ça raconte une fille qui s'imagine être dans d'autres mondes pour réaliser des missions. Et en fait, c'est un peu une sorte d'inception. C'est d'abord, elle est dans l'hôpital psychiatrique. Elle s'imagine d'être dans un cabaret à prostituées, dans un bar à putes, autant le dire. Et elle s'imagine ensuite vivre des aventures pour récupérer des objets importants pour elle. Importants pour qu'elle puisse s'évader. Et Sucker Punch pousse le délire à fond. C'est-à-dire, c'est typiquement le genre de choses où... c'est typiquement où le réalisateur s'est lâché pour mettre des univers qu'il veut imaginer. Il y a un univers de samouraï, il y a un univers de Seconde Guerre mondiale, un univers de science-fiction, un univers de fantasy, et le réalisateur pousse à fond. C'est typiquement du bonbon, bonbon à pop culture. Voilà. C'est la pop culture réalisée par un gars qui adore la pop culture, c'est une lettre d'amour à tous ces univers imaginatifs, et il profite de son concept pour donner cet amour-là. Si je l'ai mis en numéro 2 et pas en numéro 1, c'est parce qu'il y a un truc qu'a dit Zack Snyder qui, pour moi, est un peu foireux. C'est parce que Zack Snyder a eu des accusations de sexisme parce que les personnages étaient habillés sexy. Je trouve déjà que cette remarque est complètement con. C'est-à-dire d'oser dire que le film est sexiste parce que les filles sont habillées sexy, alors que c'est évident que le film s'exprime contre le sexisme. Je veux dire, il n'y a qu'à voir le traitement que les filles subissent dans l'imagination du bar à pute. Il y a le côté... Il y a le côté sexiste où on met, enfin le antisexiste où on met en avant des femmes fortes, le côté antisexiste où l'une des femmes les plus importantes l'un des personnages les plus importants et les plus puissants, c'est une femme qui certes n'est pas mise à la bonne valeur dans l'imagination, mais qui reste une femme très influente dans l'hôpital psychiatrique. Et il y a des tonnes de choses qui font se dire que ce n'est absolument pas un film sexiste. Alors se baser juste sur la tenue des héroïnes, je trouve ça déplacé. Surtout quand on voit en plus le côté harcèlement sexuel, le côté femme-objet que dénonce le film, voilà. Et Zack Snyder, pour moi, a une défense un peu foireuse, c'est dire... Oui, mais non, mais si je les ai fait en tenue sexy, c'est pour dénoncer la misogynie des geeks qui fait des femmes-objets. Et je trouve cette explication complètement con, en fait. Parce que pour moi, il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas besoin de justifier la tenue des filles, quoi. Si vous voulez faire comme ça, c'est son choix. Il n'y a pas un côté femme-objet. Je n'ai pas distingué dans Sucker Punch. Alors oui, elles sont habillées sexy, mais je n'ai pas distingué un côté femme-objet durant les séquences où elles sont habillées comme ça. Et durant d'autres séquences où elles sont habillées, où elles servent de femme-objet, c'est pas montré de manière sexy, c'est pas montré à susciter vraiment le désir chez le spectateur mâle. Et c'est ça que je comprends pas. À part ça, à part ce côté un peu foireux de Zack Snyder, où pour moi il a l'air confus sur ce qu'il a voulu faire, je trouve que le film regorge d'idées.
en termes d'imagination créative d'univers, en termes de créativité, en termes de manière d'amener les choses, de manière de dénoncer le sexisme dans la société. Je trouve que Sucker Punch le fait avec intelligence et va à fond dans ses délires, ce qui fait que le concept qui pouvait être débile devient génial. Et le numéro 1 du top 10 du mois de septembre est... Vous allez me dire comment ça s'appelait. Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Alors, je vais pas revenir, je vais faire vite avec celui-là parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai fait une rétrospective sur Tim Burton et vous savez que j'ai présenté, que j'ai expliqué pourquoi Sleepy Hollow, le légende du cavalier sans tête, était mon Tim Burton préféré. Bah, je vais pas redire, je vous invite à aller voir cette vidéo, mais en gros, pour vous faire un résumé rapide, pour moi, Sleepy Hollow, c'est tout simplement le meilleur de Tim Burton. C'est-à-dire qu'on retrouve l'univers de Tim Burton, mais bien travaillé, bien traité, avec son imagerie particulière, avec son univers, avec ses thématiques. Et pour moi, Sleepy Hollow, c'est la meilleure représentation de ce qu'est l'art de Tim Burton. Voilà, alors comme je vous le disais, pour le top 20 de l'année écoulée, nous allons donc voir quelles ont été les entrées et quelles ont été les sorties du top 20. Alors... il y a eu 3 films qui sont rentrés dans le top 20 de l'année écoulée, qui font donc sortir Chantons sous la pluie, Everything Everywhere All at Once et 2001 l'Odyssée de l'espace du top 20. Et les 3 films en question, c'est en 17e place, nous retrouvons Persepolis. En 13e place, nous retrouvons Sucker Punch. Et en 10e place, nous retrouvons Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Voilà, c'était le bilan mensuel du mois de septembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!